19 septembre 2013. Le premier jour de ma vie officielle d'autiste. Ce sera pour moi comme une deuxième naissance. Personne ne peut imaginer ce que cela fait. Après avoir délibéré à huis clos quelques minutes, à la suite d'1h15 d'évaluation, les 2 psychiatres me rappellent. Ils n'ont eu aucune hésitation. Vous êtes sur le spectre autistique, mais vous n'êtes pas dans les livres, vous êtes un hybride. Un hybride de syndrome d'Asperger aigu, et vous présentez également l'évidence des troubles envahissants du développement de l'autisme type. Je pouvais bien être hors norme, la vie ne m'avait laissé aucune chance de m'en sortir sans dommages collatéraux dès le départ. Des années de lutte, seule avec ma tête. 4 ans à me battre pour faire comprendre, pour dire aux professionnels, psychiatres y compris, mais si je vous dis, il faut regarder de ce côté. Et en 1h15, les 2 psychiatres n'ont eu aucune hésitation. Aucune hésitation non plus pour me sortir des registres, des normes établies, pour me dire qu'ils étaient impressionnés par les outils que j'ai développés pour faire disparaître de la vue mes handicaps. Une force et un handicap, ont-ils précisé. Une force au regard des incroyables accomplissements de ma vie. Un handicap parce que je suis toujours passé, selon leur expression, en dessous des radars, et que j'en ai payé le prix. À peine sortie de l'hôpital, je cherche des repères. Je sais qu'il va y avoir un décalage important entre le diagnostic et l'aide que je vais recevoir. La rue me paraît tout à coup plus sombre. Il y a quelques jours, j'écrivais la douleur, la tristesse, la peine. Est-ce pour ne pas sombrer que je mets cette distance entre ces émotions et ma capacité de les exprimer autrement que verbalement? Est-ce l'ultime rempart avant la chute? C'est en fait une des caractéristiques de l'autisme. Les émotions n'existent pas de la même façon dans nos esprits. Les connexions neuronales se forment de façon très atypique chez les autistes. Cela donne chez moi une façon de rester en permanence en contrôle invraisemblable, provoquant le doute et le scepticisme chez les gens qui ne me connaissent pas, même chez ceux qui me connaissent d'ailleurs. Depuis 2006, mes épisodes dans la rue, jusqu'à 5 mois consécutifs, ont totalisé 2 ans et demi. À chaque fois le même schéma. Je déploie des efforts surhumains pour rentrer dans un moule qui me permette de survivre en société. Après quelque temps, les efforts dépassent ma capacité, et c'est la rupture, et le retour dans la rue. Depuis le début, et aujourd'hui encore, je me considère SDF de luxe. Car mes ressources mentales, cérébrales, dépassent celles de la moyenne des SDF dont je croise le chemin dans la rue. Elles dépassent paradoxalement celles de la majorité des gens dans certaines sphères. C'est ce qui laisse les professionnels qui m'ont évalué perplexe. C'est pour cela que j'ai eu tant de mal à me faire diagnostiquer. Rien ne correspond au modèle dans mon profil. Un esprit trop puissant pour pouvoir être incapable de gérer certains aspects de la vie quotidienne. C'est bien là le plus grand paradoxe. Et comment ai-je fait pour vivre presque normalement pendant si longtemps? Je prends la mesure du gouffre qui s'est creusé avec ces 2 derniers séjours prolongés dans la rue. J'y repense tout le reste de la journée. Je regarde dans le rétrovoyeur. Et je réalise que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais travaillé plus de 10 heures par semaine. J'entends par là travailler dans le sens neurotypique du terme.
Je n'ai jamais gardé un emploi plus de 10 semaines. S'en est toujours suivi une longue période de récupération pour ne jamais dépasser 3 mois par an de travail effectif, sauf à 3 reprises, comme directeur de recherche. En recherche, on me demandait des résultats. On l'évaluait aux 3 mois, aux 6 mois, et on jugeait sur la vente de mes travaux, dont j'assurais la première phase de commercialisation. Et comme j'étais en succès dans toutes les phases, comme les chercheurs que je dirigeais étaient non seulement bien encadrés, mais en plus très satisfaits de travailler avec moi, je pouvais suivre mon rythme. Mon rythme. 2 heures de travail effectif par jour sur mon programme de recherche, y compris l'interaction avec les chercheurs et mon administration. Le reste, se dispersant dans diverses tâches reliées plus ou moins lointainement, voire pas du tout, au projet que je dirigeais. Cela me permettait une efficacité hors du commun. Les solutions, les directions que je trouvais étaient toujours issues d'une vision élargie, ouverte sur d'autres mondes, me permettant de solutionner des problématiques en m'inspirant d'autres sphères de la science. Je passais des heures chaque jour à fouiller et compulser des rapports de recherche, comprendre l'origine de découvertes, d'innovations, permettant à mon cerveau de s'alimenter d'une somme phénoménale de paramètres. Mais globalement, je ne passais en moyenne que 2 heures par jour à travailler effectivement sur mes projets de recherche. Mon entourage m'a souvent appelé l'encyclopédie. Les tests ont montré que je me situe dans les 3% des cerveaux les plus aptes à résoudre des problèmes complexes en dehors du langage et de l'acquis. Lors de mes évaluations, c'est l'extraordinaire capacité de créer des outils, de modéliser les savoirs pour faire complètement disparaître de la vue mes handicaps, qui a interloqué mes interlocuteurs. Il en devenait impensable que je fusse incapable d'accomplir des tâches simples, d'adopter des fonctionnements de base dans les interactions professionnelles, sociales, interpersonnelles. L'hiver est là, tirant ses coups de semonce, prévenant de son déchaînement prochain. J'ai préparé tant bien que mal une possibilité de passer mon hiver dans la rue, mais je rêve encore d'autres avenues. Allô la Terre, m'entendez-vous? Je dévisse. Selon l'expression consacrée d'un alpiniste dont les ancrages lâchent lors d'une chute, la rendant potentiellement dangereuse, voire fatale. Je glisse. J'ai perdu repères et ancrages, tout tourne autour de moi dans une valse insensée. Le maestro a perdu la tête, le rythme est endiablé, saccadé, imprévisible. Je ne supporte plus aucune interaction humaine. Chacune devient un terrible challenge et réclame son tribut, sa quote-part de mon intégrité. J'ai l'impression de marcher sur une toile posée sur les flots. À chaque pas, je m'enfonce, et plus j'avance, plus je m'approche du bord, plus je m'enfonce, m'attendant à chaque instant à être englouti par l'abîme. Je suis retourné dans un état instable où tous mes acquis ont disparu. Ou non, c'est plutôt comme s'ils se retrouvent derrière une cloche de verre m'en interdisant l'utilisation. Je dois tout reconstruire. Mais j'ai quelques plans, quelques directions. Je replonge dans l'abysse de mes incongruités et je patauge pour tenter de remettre en place une voie de sortie. Improbable. Mon histoire, les drames, les fantômes de mon passé entrent dans une farandole échevelée qui m'étourdit et me fait perdre tout repère. Avec l'arrivée de l'hiver, je perçois comme de plus en plus plausible de le passer dehors. Je me prépare tranquillement à en affronter les rigueurs, comme un guerrier se prépare au combat. Même si bien sûr je continue de chercher des moyens d'éviter, de rassembler petit à petit des outils qui devraient m'aider. La vie et les expériences des autres m'ont toujours aidé à acquérir du vécu. Non vécu par moi, mais intégré quasi comme tel. Je relis pour la 3e fois Conquérant de l'impossible, récit autobiographique du tour du monde sur le cercle polaire arctique de Mike Horn.
Je me dis que moi au moins, j'ai encore mes 10 doigts intacts. Lui a dû se faire amputer de plus d'une phalange sur 3 de ses doigts qui avaient gelé. J'emmagasine les informations techniques oubliées pour rendre toute éventualité possible en termes de survie. Bah, me dis-je, je n'aurai que 5 ou 6 heures par nuit à endurer des températures pouvant atteindre au pire seulement moins 40 pendant quelques jours dans l'hiver. Mike Horn a affronté jusqu'à moins 60 pendant de longs mois sur les plus de 2 ans qu'a duré son tour du monde. Ces 20 degrés, c'est la même différence qu'entre une soirée d'été un peu fraîche et le gel de l'hiver. Les photos couleurs du livre valent à elles seules le prix d'achat, et les détails techniques de survie sont irremplaçables. Pour le jour où vous vous trouverez nez à nez avec un ours polaire échappé du zoo de Vincennes, ou que votre vol Paris-Nice s'écrasera sur un sommet des Alpes en plein hiver. Pour tenir, il ingurgitait 8 à 10 000 calories par jour. Je fais pitié à côté, avec le rassemblement pénible de quelques centaines de calories, souvent bien en dessous du nécessaire. Cela s'améliore cependant ces derniers jours. Il faut que je prévoie une priorité sur ce point précis, avec l'obligation de manger hypercalorique avant de partir le soir. Cela ne durera que quelques semaines tout au plus. Le reste du temps, la température sera au-dessus de moins 20, ce que je peux endurer sans trop de difficultés. Il faudra que je fasse attention à ne pas sous-estimer le froid et la vitesse à laquelle il peut engourdir et tuer. Je devrais rester à proximité de mes sources de chaleur, ne pas m'en éloigner de plus de 30 minutes de marche, maximum. Je devrais rester à proximité d'un hôpital ou d'un poste de police pour le pire des cas. Je quadrille mes possibilités, je les prépare, les imprime dans mon cerveau, dans mes os, dans ma peau, pour qu'elles deviennent des réflexes, une seconde nature. La reconnaissance de mon handicap permanent me donne droit à une allocation supplémentaire. Toute personne normale chercherait un abri, même précaire. Je ne peux plus envisager de vivre comme je l'ai fait à quelques reprises, dans un logement insalubre. Je ne peux plus accepter de me faire manger par des punaises de lit. De me coucher en sachant que ma nuit sera ponctuée de réveils par piqûres multiples et répétées, je préfère le risque du froid. Je ne peux plus accepter de contribuer malgré moi à l'exploitation indigne de l'homme par l'homme en louant ce genre de logement. Par ailleurs, ma résistance aux interactions humaines est à son niveau historique le plus bas. Je suis totalement incapable d'endurer ce qu'exigerait comme contact et comme interaction la recherche d'un logement, la proximité de gens, l'obligation de croiser des voisins.